Bonsoir à tous et bienvenue sur D8. Ravie d'être avec vous pour une nouvelle lecture ensemble en compagnie d'Émile Zola et son troisième roman, l'un des plus connus et des plus appréciés, Thérèse Raquin, qui a été traduit et commenté dans le monde entier, adapté à la télévision, au cinéma et même au théâtre 6 ans après sa publication en 4 actes. Alors l'histoire, vous la connaissez, celle de Thérèse qui a empoisonné son mari. On a fait croire que Camille, son mari, était mort noyé. Laurent, l'ancien ami de Camille, va désormais épouser Thérèse, la veuve. Les préparatifs de mariage sont fin prêts. Le jour désiré arrive. Nous reprenons la lecture au chapitre 20. N'hésitez pas à réagir avec moi avec le hashtag VBN. Je vous souhaite une très agréable soirée avec ce roman et ce moment un petit peu sombre. Je préfère vous prévenir. En tout cas, je suis ravie de partager cette lecture avec vous. Chapitre 20. Le matin, Laurent et Thérèse, chacun dans sa chambre, s'éveillèrent avec la même pensée de joie profonde. Tous deux se dirent que leur dernière nuit de terreur était enfin finie. Ils ne coucheraient plus seuls. Ils se défendraient mutuellement contre le noyé. Thérèse regarda autour d'elle et eut un étrange sourire. En mesurant des yeux son grand lit, elle se leva, puis s'habilla lentement en attendant Suzanne qui devait venir l'aider à faire sa toilette de mariée. Laurent se mit sur son séant. Il resta ainsi quelques minutes, faisant ses adieux à son grenier qu'il trouvait ignoble. Enfin, il allait quitter ce chenil et avoir une femme à lui. Il était en décembre. Il frissonnait. Il sauta sur le carreau en se disant qu'il aurait chaud le soir. Madame Raquin, sachant combien il était gêné, lui avait glissé dans la main 8 jours auparavant une bourse contenant 500 francs, toutes ses économies. Le jeune homme avait accepté carrément et s'était fait habiller de neuf. L'argent de la vieille mercière lui avait en outre permis de donner à Thérèse les cadeaux d'usage. Le pantalon noir, l'habit, ainsi que le gilet blanc, la chemise et la cravate de fine toile étaient étalés sur 2 chaises. Laurent se savonna, se parfuma le corps avec un flacon d'eau de Cologne, puis il procéda minutieusement à sa toilette. Il voulait être beau. Comme il attachait son faux col, un faux col haut et roide, il éprouva une souffrance vive au cou. Le bouton du faux col lui échappait des doigts. Il s'impatientait et il lui semblait que l'étoffe amidonnée lui coupait la chair. Il voulut voir. Il leva le menton. Alors, il aperçut la morsure de Camille, toute rouge. Le faux col avait légèrement écorché la cicatrice. Laurent serra les lèvres et devint pâle. La vue de cette tache qui lui marquait le cou l'effraya et l'irrita à cette heure. Il froissa le faux col, en choisit un autre qu'il mit avec 1000 précautions, puis il acheva de s'habiller. Quand il descendit, ses vêtements neufs le tenaient tout roide. Il n'osait tourner la tête, le cou emprisonné dans des toiles gommées. À chaque mouvement qu'il faisait, un pli de ces toiles pinçait la plaie que les dents du noyé avaient creusée dans sa chair. Ce fut en souffrant de ces sortes de piqûres aiguës qu'il monta en voiture et alla chercher Thérèse pour la conduire à la mairie et à l'église. Il prit en passant un employé du chemin de fer d'Orléans et le vieux marchand qui devait lui servir de témoin. Lorsqu'ils arrivèrent à la boutique, tout le monde était prêt. Il y avait là Grivet et Olivier, témoins de Thérèse et Suzanne, qui regardaient la mariée comme les petites filles regardent les poupées qu'elles viennent d'habiller. Madame Raquin, bien que ne pouvant plus marcher, voulut accompagner partout ses enfants. On la hissa dans une voiture et l'on partit. Tout se passa convenablement à la mairie et à l'église. L'attitude calme et modeste de son époux fut remarquée et approuvée.
Ils prononcèrent le oui sacramentel avec une émotion qui attendrit Grivet lui-même. Ils étaient comme dans un rêve. Tandis qu'ils restaient assis ou agenouillés côte à côte, tranquillement, des pensées furieuses les traversaient malgré eux et les déchiraient. Ils évitèrent de se regarder en face. Quand ils remontèrent en voiture, il leur sembla qu'ils étaient plus étrangers l'un à l'autre qu'auparavant. Il avait été décidé que le repas se ferait en famille, dans un petit restaurant sur les hauteurs de Belleville. Les Michaud et Grivet étaient seuls invités. En attendant 6 heures, la noce se promena en voiture tout le long des boulevards. Puis elle se rendit à la Gargote où une table de 7 couverts était dressée dans un cabinet peint en jaune qui puait la poussière et le vin. Le repas fut d'une gaieté médiocre. Les époux étaient graves, pensifs. Ils éprouvaient depuis le matin des sensations étranges dont ils ne cherchaient pas eux-mêmes à se rendre compte. Ils s'étaient trouvés étourdis, dès les premières heures, par la rapidité des formalités et de la cérémonie qui venait de les lier à jamais. Puis la longue promenade sur les boulevards les avait comme bercés et endormis. Il leur semblait que cette promenade avait duré des mois entiers. D'ailleurs, ils s'étaient laissés aller sans impatience dans la monotonie des rues, regardant les boutiques et les passants avec des yeux morts, pris d'un engourdissement qui les hébétait et qu'ils tâchaient de secouer en essayant des éclats de rire. Quand ils étaient entrés dans le restaurant, une fatigue accablante pesait à leurs épaules. Une stupeur croissante les envahit, placés à table en face l'un de l'autre. Ils souriaient d'un air contraint et retombaient toujours dans une rêverie lourde. Ils mangeaient, ils répondaient. Ils remuaient les membres comme des machines. Au milieu de la lassitude paresseuse de leur esprit, une même série de pensées fuyantes revenait sans cesse. Ils étaient mariés. Ils n'avaient pas conscience d'un nouvel état. Cela les étonnait profondément. Ils s'imaginaient qu'un abîme les séparait encore, par moments. Ils se croyaient être, avant le meurtre, lorsqu'un obstacle matériel se dressait contre eux. Puis brusquement, ils se rappelaient qu'ils coucheraient ensemble le soir, dans quelques heures. Alors ils se regardaient, étonnés, ne comprenant plus pourquoi cela leur serait permis. Ils ne sentaient pas leur union. Ils rêvaient au contraire qu'on venait de les écarter violemment, de les jeter loin de l'autre. Les invités qui ricanaient bêtement autour d'eux, ayant voulu les entendre se tutoyer pour dissiper toute gêne, ils balbutièrent, ils rougirent. Ils ne purent jamais se résoudre à se traiter en amants devant le monde. Dans l'attente, leur désir s'était usé. Tout le passé avait disparu. Ils perdaient leurs violents appétits de volupté. Ils oubliaient même leur joie du matin, cette joie profonde qui les avait pris à la pensée, qu'ils n'auraient plus peur désormais. Ils étaient simplement las et ahuris de tout ce qui se passait. Les faits de la journée tournaient dans leur tête, incompréhensibles et monstrueux. Ils restaient là, muets, souriants, n'attendant rien, n'espérant rien. Au fond de leur accablement s'agitait une anxiété vaguement douloureuse. Et Laurent, à chaque mouvement de son cou, éprouvait une cuisson ardente qui lui mordait la chair. Son faux col coupait et pinçait la morsure de Camille, pendant que le maire lui lisait le code, pendant que le prêtre lui parlait de Dieu. À toutes les minutes de cette longue journée, il avait senti les dents du noyé qui lui entraient dans la peau. Il s'imaginait par moments qu'un filet de sang lui coulait sur la poitrine et allait tacher de rouge la blancheur de son gilet. Madame Raquin fut intérieurement reconnaissante aux époux de leur gravité. Une joie bruyante aurait blessé la pauvre mère. Pour elle, son fils était là, invisible, remettant Thérèse entre les mains de Laurent. Grivet n'avait même pas les mêmes idées. Il trouvait la noce triste. Il cherchait vainement à l'égayer, malgré les regards de Michaud et d'Olivier qui le clouaient sur sa chaise, toutes les fois qu'il voulait se dresser pour dire quelque sottise.
Il réussit à se lever une fois. Il porta un toast. « Je bois aux enfants de monsieur et de madame, dit-il, d'un ton égrillard. » Il fallut trinquer. Thérèse et Laurent étaient devenus extrêmement pâles en entendant la phrase de Grivet. Ils n'avaient jamais songé qu'ils auraient peut-être des enfants. Cette pensée les traversa comme un frisson glacial. Ils choquèrent leurs verres d'un mouvement nerveux. Ils s'examinèrent, surpris, effrayés d'être là, face à face. On se leva de table de bonne heure. Les invités voulurent accompagner les époux jusqu'à la chambre nuptiale. Il n'était guère plus de 9h30 lorsque la noce rentra dans la boutique du passage. La marchande de bijoux faux se trouvait encore au fond de son armoire, devant la boîte garnie de velours bleu. Elle leva curieusement la tête, regardant les nouveaux mariés avec un sourire. Ceux-ci surprirent son regard et en furent terrifiés. Peut-être cette vieille femme avait-elle eu connaissance de leur rendez-vous autrefois, en voyant Laurent se glisser dans leur petite allée. Thérèse se retira presque sur le champ. Avec Madame Raquin et Suzanne. Les hommes restèrent dans la salle à manger, tandis que la mariée faisait sa toilette de nuit. Laurent, mou et affaissé, n'éprouvait pas la moindre impatience. Il écoutait complaisamment les grosses plaisanteries du vieux Michaud et de Grivet, qui s'en donnaient à cœur joie, maintenant que les dames n'étaient plus là. Lorsque Suzanne et Madame Raquin sortirent de la chambre nuptiale et que la vieille mercière dit d'une voix émue au jeune homme que sa femme l'attendait, il tressaillit. Il resta un instant effaré, puis il serra fiévreusement les mains qu'on lui tendait et il entra chez Thérèse en se tenant à la porte, comme un homme ivre. Chapitre 21. Laurent ferma soigneusement la porte derrière lui. Il demeura un instant appuyé contre cette porte, regardant dans la chambre d'un air inquiet et embarrassé. Un feu clair flambait dans la cheminée, jetant de larges clartés jaunes qui dansaient au plafond et sur les murs. La pièce était ainsi éclairée d'une lueur vive et vacillante. La lampe, posée sur une table, pâlissait au milieu de cette lueur. Madame Raquin avait voulu arranger coquettement la chambre qui se trouvait toute blanche et toute parfumée. Comme pour servir de nid à de jeunes et fraîches amours, elle s'était plu à ajouter au lit quelques bouts de dentelle et à garnir un gros bouquet de roses, les vases de la cheminée. Une chaleur douce, des senteurs tièdes traînaient. L'air était recueilli et apaisé, pris d'une sorte d'engourdissement voluptueux. Au milieu du silence frissonnant, les pétillements du foyer jetaient de petits bruits secs. On eût dit un désert heureux, un coin ignoré, chaud et sentant bon, fermé à tous les cris du dehors, un de ces coins faits et apprêtés pour les sensualités et les besoins du mystère de la passion. Thérèse était assise sur une chaise basse, à droite de la cheminée, le menton dans la main. Elle regardait les flammes vives, fixement. Elle ne tourna pas la tête quand Laurent entra, vêtue d'un jupon et d'une camisole bordée de dentelle. Elle était d'une blancheur crue, sous l'ardente clarté du foyer. Sa camisole glissait et un bout d'épaule passait, rose, à demi caché, par une mèche noire de cheveux. Laurent fit quelques pas sans parler. Il ôta son habit, son gilet. Quand il fut en manche de chemise, il regarda de nouveau Thérèse qui n'avait pas bougé. Il semblait hésiter. Puis elle aperçut le bout de l'épaule et il se baissa en frémissant pour coller ses lèvres à ce morceau de peau nue. La jeune femme retira son épaule en se retournant brusquement. Elle fixa sur Laurent un regard si étrange de répugnance et d'effroi qu'il recula, troublé et mal à l'aise, comme pris lui-même de terreur et de dégoût. Laurent s'assit en face de Thérèse, de l'autre côté de la cheminée. Ils restèrent ainsi muets et immobiles pendant 5 grandes minutes. Par instants,
Des jets de flammes rougeâtres s'échappaient du bois et alors des reflets sanglants couraient sur le visage des meurtriers. Il y avait près de 2 ans que les amants s'étaient trouvés enfermés dans la même chambre, sans témoins, pouvant se livrer l'un à l'autre. Ils n'avaient plus de rendez-vous d'amour depuis le jour où Thérèse était venue rue Saint-Victor, apportant à Laurent l'idée du meurtre avec elle. Une pensée de prudence avait sevré leur chair. À peine s'était-il permis, de loin en loin, un serrement de main, un baiser furtif. Après le meurtre de Camille, lorsque de nouveaux désirs les avaient brûlés, ils s'étaient contenus, attendant le soir des noces, se promettant des voluptés folles, lorsque l'impunité leur serait assurée. Et le soir des noces venait enfin d'arriver, et ils restaient face à face, anxieux, pris d'un malaise subit. Ils n'avaient qu'à allonger les bras pour se presser dans une étreinte passionnée, les bras pour se presser contre eux. Les bras pour se presser contre eux semblaient mous, comme déjà las et rassasiés d'amour. L'accablement de la journée les écrasait de plus en plus. Ils se regardaient sans désir, avec un embarras peureux, souffrant de rester ainsi silencieux et froids. Leurs rêves brûlants aboutissaient à une étrange réalité. Il suffisait qu'ils eussent réussi à tuer Camille, à se marier ensemble. Il suffisait que la bouche de Laurent eût effleuré l'épaule de Thérèse pour que leur luxure fût contentée, jusqu'à l'écœurement et à l'épouvante. Ils se mirent à chercher désespérément en eux un peu de cette passion qui les brûlait jadis. Il leur semblait que leur peau était vide de muscles, vide de nerfs. Leur embarras, leur inquiétude croissaient. Ils avaient une mauvaise honte de rester ainsi muets et mornes en face l'un de l'autre. Ils auraient voulu avoir la force de s'étreindre et de se briser afin de ne point passer à leurs propres yeux pour des imbéciles, quoi. Ils s'appartenaient, ils avaient tué un homme ensemble et joué une atroce comédie pour pouvoir se vautrer avec impudence dans un assouvissement de toutes les heures. Et ils se tenaient là, aux 2 coins d'une cheminée roide, épuisés, l'esprit troublé, la chair morte. Un tel dénouement finit par leur paraître d'une ridicule, un horrible et cruel. Alors Laurent essaya de parler d'amour, d'évoquer les souvenirs d'autrefois, faisant appel à son imagination pour ressusciter ses tendresses. « Thérèse, dit-il, en se penchant vers la jeune femme, te souviens-tu de nos après-midi dans cette chambre ? Je venais par cette porte. Aujourd'hui, je suis entrée par celle-ci. Nous sommes libres. Nous allons pouvoir nous aimer en paix. » Il parlait d'une voix hésitante, mollement. La jeune femme, accroupie sur la chaise basse, regardait toujours la flamme, songeuse, n'écoutant pas. Laurent continua. « Te rappelles-tu ? J'avais un rêve. Je voulais passer une nuit entière avec toi, m'endormir dans tes bras et me réveiller le lendemain sous tes baisers. Je vais contenter ce rêve. » Thérèse fit un mouvement comme une surprise d'entendre une voix qui balbutiait à ses oreilles. Elle se tourna vers Laurent, sur le visage duquel le foyer envoyait en ce moment un large reflet rougeâtre. Elle regarda ce visage sanglant et frissonna. Le jeune homme reprit, plus troublé, plus inquiet. « Nous avons réussi, Thérèse. Nous avons brisé tous les obstacles et nous nous appartenons. L'avenir est à nous, n'est-ce pas ? Un avenir de bonheur tranquille, d'amour satisfait. » Camille n'est plus là. Laurent s'arrêta, la gorge sèche, s'étranglant, ne pouvant continuer. Au nom de Camille, Thérèse avait reçu un choc aux entrailles. Les 2 meurtriers se contemplèrent, hébétés, pâles et troublants. Les clartés jaunes du foyer dansaient toujours au plafond et sur les murs. L'odeur tiède des roses traînait. Les pétillements du bois jetaient de petits bruits secs dans le silence. Les souvenirs étaient lâchés. Le spectre de Camille évoqué venait de s'asseoir entre les nouveaux époux, en face du feu qui flambait. Thérèse et Laurent retrouvaient
la senteur froide et humide du noyer dans l'air chaud qu'ils respiraient. Ils se disaient qu'un cadavre était là, près d'eux, et ils s'examinaient l'un l'autre sans oser bouger. Alors, toute la terrible histoire de leur crime se déroula au fond de leur mémoire. Le nom de leur victime suffit pour les emplir du passé, pour les obliger à vivre de nouveau les angoisses de l'assassinat. Ils n'ouvrirent pas les lèvres, ils se regardèrent et tous deux eurent à la fois le même cauchemar. Tous deux entamèrent mutuellement des yeux la même histoire cruelle. Cet échange de regards terrifiés, ce récit muet qu'ils allaient se faire du meurtre, leur causa une appréhension aiguë, intolérable. Leurs nerfs qui se tendaient les menaçaient d'une crise. Ils pouvaient crier, se battre peut-être. Laurent, pour chasser les souvenirs, s'arracha violemment à l'extase, épouvanté qu'il le tenait sous le regard de Thérèse. Il fit quelques pas dans la chambre. Il retira ses bottes et mit des pantoufles. Puis il revint s'asseoir au coin de la cheminée. Il essaya de parler des choses indifférentes. Thérèse comprit son désir. Elle s'efforça de répondre à ses questions. Ils causèrent de la pluie, du beau temps. Ils voulurent se forcer à une causerie banale. Thérèse dit que cependant des courants d'air passaient sous la petite porte de l'escalier. Et ils se retournèrent vers la petite porte avec un frémissement subit. Le jeune homme se hâta de parler des roses, du feu, de tout ce qu'il voyait. La jeune femme faisait effort, trouvait des monosyllabes pour ne pas laisser tomber la conversation. Ils s'étaient reculés l'un de l'autre. Ils prenaient des airs dégagés. Ils tâchaient d'oublier qui ils étaient et de se traiter comme des étrangers qu'un hasard quelconque aurait mis face à face. Et c'est la fin de notre lecture ensemble avec Thérèse Raquin d'Émile Zola. J'espère que vous avez apprécié ce grand et sombre classique de notre écrivain et journaliste français connu, reconnu et traduit dans le monde entier. N'hésitez pas à voir, revoir et commenter ces émissions sur le site d8.tv. Et puis quant à moi, retrouvez-moi sur mon blog www.somethingaboutVictoria.com. Je vous parle de plein de choses, de mode, de lifestyle, de voyage, mais aussi de mes projets artistiques. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages, je serai ravie de vous répondre. Je vous souhaite une très belle journée sur D8. Merci à Charles, Pavol, Jean-Christophe et Camille de l'équipe de Voyage au bout de la nuit. Je vous embrasse, très belle journée sur notre chaîne et à bientôt.